on est tombé d'accord sur le fait que les questions auront lieu après chaque intervention. Peut-être à la fin de la troisième, on pourra peut-être ouvrir pour essayer de voir s'il n'y a pas des pistes un peu transversales de questionnement qui se posent. Alors le premier intervenant, c'est Andrea Dorso, donc bonjour. Bonjour. Qui est titulaire d'un doctorat en littérature comparée et qui aujourd'hui est chargé de recherche et d'enseignement en langue et littérature française à l'université du Salento. Alors vous avez traduit Lyotard. Oui. Voilà. Vous avez aussi... J'ai traduit ma vie aussi. Voilà. Et j'ai un peu introduit Vincent Bonour en Italie, la pensée de Vincent Bonour, c'est sur la liste des années 70. Donc je pense que vous allez aussi l'introduire au panneau parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse Bonour. Et vous avez aussi écrit des études sur Benjamin, vous y reviendrez dans votre papier, Baudelaire, Breton, Jacques Roussel, le linguiste, Chomsky, le linguiste aussi, et Rossi-Dandi, qui va avoir une grande place dans votre intervention. Oui, bien sûr. Alors je vous laisse la parole. Merci bien. Comme je le disais à M. David, dans les 15 minutes accordées, je chercherai à résumer plutôt tout ce que j'aurais voulu vous dire. Je vais donc organiser ma contribution sur des sujets peu connus et sur leur convergence jusqu'ici inexplorée. La sémiotique du marxiste italien Ferruccio Rossi-Landi, dont j'ai là justement un ouvrage. Et oui, bien sûr. Et la civilisation surréaliste, ouvrage collectif réalisé par les surréalistes réunis autour de Vincent Bonour pendant les années 70, justement, et dont je vous montrerai un peu les idées essentielles. Voilà. Vincent Bonour fut en fait le maître d'œuvre de cet ouvrage collectif. Je conclurai par une exégèse matérialiste d'un texte de Walter Benjamin qui est beaucoup plus connu, La tâche du traducteur. Mais d'abord, l'émancipation étant possible seulement en tant qu'enfranchissement du travail salarié, comme Marx me l'a appris, elle ne peut se réaliser que sur le plan matériel par une praxis révolutionnaire. D'après son titre, ce colloque ne court-il pas le risque justement de réduire l'émancipation à sa pure conception mentale, donc à sa pure conception philosophique. Pour penser l'émancipation correctement, encore faudrait-il émanciper les pensées. Car si la théorie émancipatrice est en retard sur la réalité politique et économique, comme l'affirmait déjà l'appel à la communication pour ce colloque, c'est qu'elle s'est totalement détachée de cette dernière, qui pour sa part s'empare du discours quotidien même. Quand les étudiants viennent nous demander, par exemple, combien de crédits leur donnera notre discipline, au lieu de nous demander combien de connaissances, nous mesurons déjà l'éloignement de toute émancipation à laquelle nous force la langue marchande, même quand nous ne nous trouvons pas dans une place de marché, dans une banque ou à la bourse, mais bien dans un lieu qu'on croit apte à contribuer à cette émancipation. Puisque je crois au rapport dialectique entre la théorie et la praxis, entre l'interprétation comme moment théorique et la transformation au moment pratique du monde, j'espère rencontrer les intentions des organisateurs en concevant ce titre « Penser l'émancipation » comme l'expression de cette dialectique entre ces deux moments, le penser et l'émancipation. La théorie rossi-landienne de l'homologie de la production linguistique et matérielle me semble se poser exactement dans ce cadre interprétatif dialectique, permettant de rapprocher la théorie émancipatrice de la réalité politique et économique, en nous montrant la relation homologique entre le langage et le travail, et donc la condition d'exploitation propre à l'un et à l'autre. L'homologie est chez Rossi-Landi une méthode permettant de réunir ce qui, enfin séparés, était réunis originellement. C'est justement le cas de la production linguistique et de la production matérielle, trouvant leurs sources communes dans leur travail, dans le travail humain exactement. En se fondant dès le milieu des années 60 sur une application originale des théories marxiennes et quelques peu hegeliennes auparavant, sur les rôles du travail en général dans le procès d'hominisation, Rossi-Landi propose de considérer des langages comme travail et comme marché, au-delà de tout métaphorisme, jusqu'à élaborer le schéma d'une série de correspondances homologiques entre les objets de la production matérielle et les artefacts de la production linguistique. En bref, le langage est travail, alors que la langue, toute langue, est le produit de ce travail,
produit qui, comme ceux de la production matérielle, est réutilisable à la fois comme instrument et matériau du procès productif. Car pour faire une langue, on travaille avec la matière linguistique et sur elle. Ainsi, Rossilandi peut parler de capital linguistique fixe, en suivant Marx, justement. Ce capital linguistique fixe n'est autre que la langue, car elle se pose à la fois comme matériau, instrument et argent aussi, en tant que moyen d'échange par excellence. Et il parle aussi de capital linguistique variable, c'est-à-dire la force de travail linguistique des hommes qui parlent cette langue, et sans lesquels il ne resterait que le vocabulaire d'une langue morte. Pour continuer à fonctionner, les systèmes linguistiques, comme les systèmes capitalistes, doivent en même temps garder la langue et reproduire les travailleurs linguistiques. La marchandise parlant, dit Rossilandi. Pour ce que cela advienne et que le travail soit exploité en tant que marchandise, ces travailleurs sont produits avec le langage en les associant à la production linguistique, afin de les rendre contrôlables et exploitables, justement. En transmettant la langue de génération en génération, on transmet aussi l'aliénation linguistique, écrit Rossilandi. Car on apprend à utiliser, user et même reproduire inconsciemment à la fois des produits déjà existants et les messages admis, auxquels se limite la liberté du parlant en les deux champs homologues de la production. Production en tant que pur usage de produits, voilà ce qui est transmis, précise Rossilandi. D'une sorte de réification, voire de fétichisme des propriétés des produits, présentant ces derniers comme naturels et immuables, et faisant oublier à l'homme les processus du travail qui les ont créés et dont il est à l'origine, lui-même pouvant par conséquent les retransformer, remplace ce rapport originaire et détache davantage l'homme de la nature et l'homme de l'homme, selon les termes rossillandiens. Rossilandi pousse cette homologie au niveau du marché, non seulement parce que la marchandise contient parfois des messages, mais surtout parce qu'elle fonctionne comme un message dans le cadre d'une situation communicative non verbale très compliquée. Inversement, sur le plan de cette espèce d'immense marché qui est une communauté linguistique, les messages circulent de même que les marchandises, ce qui atteint une dimension énorme d'exploitation dans la production post-fortiste. On comprend donc ce rôle idéologique que joue le langage comme pivot de l'articulation des structures économiques et des superstructures idéologiques dans le maintien de la reproduction sociale, là où les programmes de la communication ou des comportements exécutés quotidiennement ne sont que de petites composantes d'une programmation de la société plus générale, telle qu'elle s'exerce par une pratique sociale qui est précisément programmée, dictée et dirigée par l'idéologie en tant que projet social. Par conséquent, Rossilandi plaçait sur le même plan la seule opposition possible à l'état des choses entretenu par une idéologie conservatrice, voire réactionnaire, usant des discours hypohistoriques ou hyperhistoriques, à savoir une pratique sociale fondée sur une idéologie infrahistorique et révolutionnaire, pour un projet de transformation de la société. Ainsi, il faisait sans cesse appel à une prise de conscience et à une pratique de lutte révolutionnaire. En ce sens, il invitait un travail non seulement collectif, mais aussi supplémentaire visant à la construction du neuf, un effort désaliénant pour enfin réaliser la réunification de l'homme comme conscience, praxis dialectique et la transformation de la société. Cette dernière ne pouvant pas aller sans une démystification du langage, car celui-ci est partie liée de la reproduction sociale au même titre que la production économique. Rossilandi insistait enfin sur la nécessité de travailler pour une société future fondée sur le jeu, sans toutefois nier le rôle de libération d'une forme ludique et désaliénante du langage. Ce n'est pas seulement là que la pensée rossillandienne recoupe les réflexions parallèles et émancipatrices de la civilisation surréaliste, tirée de la pratique du jeu des récits parallèles, justement, que les surréalistes ont inventé pendant les années 70. L'accent sur cet aspect ludique n'est pas pour étonner dans les surréalismes, et c'est donc pourquoi je préfère montrer les affinités surprenantes entre la sémiotique rossillandienne telle que je viens de la résumer et les réflexions surréalistes. Je crois donc opportun de commencer par le passage suivant d'un texte de Vincent Monod inclus dans la civilisation surréaliste, car il recoupe
en plusieurs points et souvent avec les mêmes mots, les propos théoriques des aliénants de Rossinelli, tout en révélant déjà ce que la perspective surréaliste critique dans le marxisme en général. Je cite, « Dans la pratique, ce qu'on appelle les sociétés humaines, consacrant une assez large part de leur activité à des relations d'échange ou à des relations de pouvoir, ces faits forment un chapitre considérable de leur langage. Langage certes infrastructurel, mais qui échappe par là aux accusations de futilité dont restent marquées les superstructures. Cette activité doit être rendue maintenant à son sens véritable, qui est la libre expression des structures individuelles dans la transformation de matériaux d'usage public, les mots, les marchandises, les statuts. De la possibilité d'une autre infrastructure où le travail est libre parole, au lieu de signifier la certitude, dépend réellement le désencroûtement des mers que réclamait Breton, dépend la mise à mort d'une mythologie mortelle, dépend la subversion entière du rapport de l'homme avec le monde et des rapports entre hommes. La proximité avec la perspective rossinandienne est également confirmée de façon étonnante par cette autre remarque de Brumour. Désormais, il est possible d'envisager la production des paroles, leur stockage, leur consommation, d'évaluer leur valeur d'usage et leur valeur de change, suivant les lois générales qui règlent dans le métabolisme social la transformation des biens matériels. D'ailleurs, c'est déjà dans les documents inédits sur la préparation de la civilisation surréaliste que Bunor met au jour ces points où le surréalisme prolonge de façon systématique, originale et non antagoniste certaines intuitions libertaires que les marxistes les plus sensibles ont reconnues comme inséparables de la lutte révolutionnaire et comme nécessaires pour la création d'une société libre, alternative à celle du capitalisme. Bunor prône l'application de la théorie surréaliste du langage à l'intégralité des faits sociaux, y compris les faits économiques, vu leur importance dans la société d'aujourd'hui. Je cite. Or, il nous semble qu'il faut désormais restituer à toute circulation de marchandises son sens originel et sa valeur de discours qui s'échangent. Discours obéissant aux lois de tout discours, c'est-à-dire pourvu d'une structure propre, dérivant d'un procès de production particulier, usant d'une matière commune, comme sont communs à tous les mots dans les récits parallèles, mais les inclinant à des fins particulières. La considération de l'économie comme langage n'implique ni un remplacement, ni un refus de l'application au langage de l'analyse marxiste de l'économie, telle que la développe Rossinelli par exemple. Bien au contraire, elle la complète dialectiquement. De même, par l'idée que l'univocité de la relation signe-sens est en l'heure, qui ruine la communication interhumaine, et que, comme le dit Vincent Bunor, on commence à se comprendre quand on sait que l'essence du mot, comme la valeur de la marchandise, vient du travail général abstrait que lui a incorporé la matrice où il a été mis en œuvre. Bunor confirme toute la latitude que peut prendre la convergence de la vision surréaliste avec la terminologie marxiste et la sémiotique de Rossinelli en particulier, mais aussi avec la réflexion matérialiste de Bakhtin, pour enfin arriver à une véritable théorie sémiotique de la valeur du signe, qui soit en fait réellement matérialiste et dialectique, mais sur cela, je ne peux pas m'arrêter en ce moment. Et Bunor donc de conclure, comme les mots, les choses manipulées par les langages dominants sont les véhicules d'un code totalitaire. Nous n'avons pas à les décoder, mais à les soustraire à l'insistance du code, à les rendre à leur liberté par où passe la nôtre. Ce que je dis en citant les surréalistes pourrait sembler de l'idéalisme, mais leur rappel continue dès l'époque de Breton quant à la nécessité de se reporter à la naissance du signifiant, de créer des signes, et de toute importance pour la lutte émancipatrice. Le champ des signes étant l'arène où se déroule la lutte des classes, selon Bakhtin, tout recul de la part des révolutionnaires sur ce terrain est un avantage pour les ennemis de l'émancipation et les processus de fétichisation, aliénation, vidage des crânes, hégémonie, exploitation et domination qu'ils entretiennent. En témoignent des mots disparus comme prolétariat, par exemple, réifié comme démocratie, délégation des liens le peuple du pouvoir public qui devrait lui appartenir, et des mots suspects aussi,
tel l'oxymoron de guerre humanitaire, que vous connaissez très bien, je suppose, et l'expression de mort blanche, que j'aimerais voir bientôt remplacée par celle de mort rouge, rappelant à la classe ouvrière à la fois la couleur de sang de ses forfaits et la couleur de la révolution souhaitée. Contre les conclusions natives que certains marxistes orthodoxes tirent de la 11e thèse sur Feuerbach, l'approche de Breton semble être encore valable, lui qui disait dès 1935 « De notre place, nous soutenons que l'activité d'interprétation du monde doit continuer à être liée à l'activité de transformation du monde. » Ce lien dialectique entre les moments théoriques et les moments pratiques nous mène droit au rapport entre la traduction en tant qu'interprétation et la révolution en tant que transformation. Je me limiterai ici à résumer ma lecture matérialiste de la tâche du traducteur de Walter Benjamin, parce que ces textes me semblent à la fois parler de ce rapport et démontrer par les truchements des exégèses, métaphysiques qu'il a reçus qu'une mauvaise interprétation empêche l'émancipation de se réaliser. En bref, comme je ne trouve pas intéressant qu'un exégète s'acharne à démontrer la théologie du premier Benjamin, surtout s'il se professe marxiste, il s'agit plutôt de soustraire son texte à un usage purement théologique qui interprète le pur langage, par exemple, comme une langue originaire perdue, la langue prébabélique, sans parler des divagations métaphysiques de Jacques Derrida ou de Paul de Man, sur lesquelles je ne m'arrête pas. Mais ce genre d'errement philosophique est rendu impossible par la lecture que je vous propose en appliquant les instruments de la sémiotique de Rossilandi, considérant le langage comme inévitablement marqué par son caractère anthropogène. Par ailleurs, il s'agit de soumettre Walter Benjamin à sa propre méthode même, visant à retracer l'actualité d'un texte en le réalisant par le regard, bien entendu, politique du présent. Si nous pouvons dire avec Rossilandi et les surréalistes aussi que le pur langage n'est autre que le simple langage entendu dans son sens général, ce fond commun d'où le parleur puise les matériaux et les instruments voulus pour forger les langues, nous comprenons aisément ce trait prétendument mystique de Benjamin, soulignant que le pur langage est le lieu où les langues s'intègrent et accessibles seulement par la totalité de leurs intentions complémentaires. Et nous comprenons aussi pourquoi il existe des visées communes, mais des modes différents de les viser, car tout en faisant partie de ce fond commun du langage, les pratiques communicatives du parler commun dont parlait Rossilandi en 1961, ils ne peuvent pourtant s'exprimer que dans un parler propre à chaque langue. Ainsi, même l'idée de la tâche du traducteur, qui devrait projeter la lumière du pur langage sur l'œuvre à traduire, peut se relire de façon moins mystique dans cette tâche du traducteur de travailler par le langage sur les textes d'origine afin de mettre en évidence les potentialités qu'il contient dans une autre langue, celle de la traduction justement. Ce travail de création ou récréation, production ou reproduction, qui se révèle par la traduction est le noyau du langage dont parle Benjamin en tant que travail. Le libérer, faire du symbolisant le symboliser même, comme le dit Benjamin, signifie libérer de manière permanente son pouvoir créateur, qui est le pouvoir créateur de l'homme, hors de toute exploitation linguistique et matérielle, et donc de tout utilitarisme communicationnel. En paraphrasant Benjamin, nous pouvons dire que tel est le prodigieux et l'unique pouvoir de la révolution. Ce qui est visé par toutes les langues dans les textes de Benjamin et qui devrait être visé par tous les hommes, c'est donc la libération du joug de la communication utilitaire et de la production salariale sur les plans de la vie, ce qui signifie favoriser l'expression ainsi qu'un échange économique libéré des contraintes asservissantes du libre-échange capitaliste, comme le souhaitent les surréalistes aussi. Déjà, les liens entre les symbolisés, le langage qu'on travaille, qu'on lieu où l'on crée, et les symbolisants, sa concrétisation dans un produit fini, langue, œuvre, artefact, n'exprime-t-il pas assez correctement ce qui arrive avec les candidats élus comme représentants, voilà les symbolisants, par la masse des électeurs, les symbolisés? Par conséquent, faire du symbolisant les symbolisés même ne signifierait-il pas prendre les pouvoirs et les détruire en tant que tels pour racheter ce qui est exilé du pouvoir, les masses des déshérités de la société, au-delà du simulacre de la démocratie prétendant nous faire croire le contraire?
Le texte de Benjamin peut donc se lire en ce sens d'émancipation demandant à la fois une praxis désaliénante et la prise de conscience que la lutte des classes s'effectue aussi par les truchements du langage. Racheter dans sa propre langue ce pur langage exilé dans la langue étrangère, libéré en le transposant le pur langage captif dans l'œuvre, telle est la tâche du traducteur. Cette citation de Benjamin se prête bien à être généralisée. Non seulement les critiques des professions, mais tout homme aussi devrait se faire critique de l'idéologie qui sous-tendent les discours politiques, la communication des masses, les attitudes quotidiennes, et se poser les problèmes de la démystification d'un langage qu'on se limite à l'utiliser machinalement, à reproduire plutôt qu'à produire de toutes pièces. Racheter ce qui est exilé, libérer ce qui est captif, comme le suggère Benjamin, signifie sur le plan de la vie prendre conscience d'une conscience de classe, de l'exploitation homologique du travail matériel et du travail linguistique exercé par les modes de production capitalistes, car délivrer l'homme ne peut pas aller sans délivrer le langage. C'est ce même message que nous adressent Benjamin, Rossilandi et les surréalistes, car non seulement penser, mais même réaliser l'émancipation n'est pas possible sans une critique révolutionnaire du langage. Merci. Merci à moi. Merci pour ce parcours très riche. J'imagine qu'il y a des questions, ne serait-ce que des remarques pour expliciter certaines choses que vous avez dites, parce que les auteurs que vous avez présentés ne sont pas très connus, il faut quand même le dire. La plupart, même, enfin, en tout cas, Rossilandi n'est pas traduit, donc peut-être il y a des questions de compréhension.